Comment redonner naissance à une marque bancaire qui plus est séculaire dans notre beau pays? Eh bien, c'est l'ambitieux défi que relève Isabelle Duvernay, directrice de la communication du CCF, depuis janvier 2022. Et figurez-vous que depuis le 1er janvier 2024, le CCF renaît non pas de ses cendres, mais refait surface au travers d'agences bancaires un peu partout sur le territoire et dans les DOM. Durant cet épisode, Isabelle va vous expliquer comment son équipe et elle ont réussi à faire naître un sentiment d'appartenance à cette nouvelle marque qui renaît. Au passage, sachez-le, cette année le CCF a 107 ans. Secondo, elle va vous expliquer ce que son équipe formidable fait en matière de communication externe et de RSE. Et enfin, vous allez découvrir une toute petite partie du parcours d'Isabelle qui est hors pair et sans faute. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et cette première partie d'entretien avec Isabelle est tout simplement passionnante. Vous le verrez, Isabelle est une femme pleine d'énergie, extrêmement cool, très professionnelle. Bref, j'ai limite envie d'employer cet anglicisme un peu à la mode, qu'est le terme badass. Car oui, Isabelle est tout simplement une super directrice de la communication. Très très bonne écoute en compagnie d'Isabelle Duvernay, DIRCOM du CCF, marque bancaire qui renaît dans notre beau pays. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Isabelle. Salut Laurent. Comment ça va? Très bien, et toi? Eh bien écoute, ça va bien, nous sommes à la Défense, nous sommes au CCF. Alors le CCF, on l'appelait le Crédit Commercial de France, il y a quelques années pour les plus jeunes comme toi et moi. Et aujourd'hui, tu en es la directrice communication. C'est sensationnel, c'est une magnifique mission qui t'anime depuis 2 ans et demi. Mais allez, j'en ai déjà trop dit Isabelle, présente-toi s'il te plaît. Tu as un parcours de tueuse en série, nos auditrices et auditeurs vont adorer. Alors, je suis Isabelle Duvernay, j'ai 46 ans, j'ai fait des études de commerce et j'ai commencé ma carrière chez Danone. Donc, j'ai fait pas mal d'industries différentes. J'ai commencé donc chez Danone 3 ans dans les produits frais. Après, je suis partie aux États-Unis et j'ai travaillé chez Bonpoint avant de retrouver un poste en marketing chez L'Occitane. Ensuite, je suis rentrée en France chez Danone, mais cette fois dans les biscuits chez Lu, où je suis restée 5 ans. Et puis, j'ai complètement changé de secteur puisque j'ai rejoint AXA en 2009 sur un poste de marketing, mais effectivement sur un univers complètement différent de la grande consommation. Et j'avoue que quand je me revois dans le RER allant à Nanterre, je me suis dit mais pourquoi j'ai quitté Danone pour aller chez AXA? Et je n'ai jamais regretté puisque j'ai passé 12 ans avec vraiment des métiers très différents dans 3 entités différentes. Et j'ai à la fois fait du marketing, j'ai été chief of staff, peut-être que j'expliquerai un peu après. J'ai fait de la communication et puis me voici depuis un peu plus de 2 ans chez Groupe CCF avec un périmètre sur la communication, le marketing et la RSE. Donc de l'industrie laitière au début chez Danone, puis les gâteaux. Aujourd'hui, dans la banque, que tu fais renaître, mais on va en parler évidemment parce que c'est absolument passionnant, cette mission qui t'anime depuis 2 ans et demi, 12 années dans l'assurance et Cocorico, une si belle entreprise internationale, alors que tu as travaillé 3 ans à New York, finalement dans la distribution. Mon Dieu, mais tu touches un petit peu à tout, Isabelle. Écoute, j'ai toujours été assez curieuse et puis c'est vrai qu'il y a des opportunités qui se sont présentées, que j'ai saisies et je pense que ça apporte beaucoup de choses, surtout pour un métier de communication. C'est bien d'avoir vu de plusieurs entreprises et plusieurs secteurs. Alors justement, tu venais de l'assurance avant d'arriver ici au CCF, au groupe CCF, pardon. Est-ce que tu penses qu'un bon DIRCOM, c'est quelqu'un qui doit impérativement travailler dans le secteur où il est embauché actuellement, ou est-ce que son expérience, son expertise mélangés à des vraies techniques de communication vont faire de lui ou d'elle un super ou une super DIRCOM? Très bonne question. Je dirais qu'un DIRCOM peut venir de différents secteurs. Il y a une technicité qui est équivalente, comme en marketing. Moi, j'arrivais du marketing Danone et j'ai rejoint les équipes marketing d'AXA. Il y a une technicité qui est la même. Ce qu'il faut, en revanche,
c'est vraiment être curieux, être à l'écoute et bien comprendre les produits sur lesquels on travaille. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est quand même à la portée de tout le monde. Non, je pense qu'on peut vraiment changer de secteur et être un très bon DIRCOM en passant de l'industrie au secteur financier. Merci à toi Isabelle, c'est la réponse que je voulais entendre parce que je vois que beaucoup de cabinets de recrutement exigent toujours, tu vois, j'en bafouille, que tu aies toujours une expérience dans tel ou tel secteur. Et en fait, je ne pense pas que ce soit, passé un certain âge, quand on a un peu expérimenté, je pense pas que ce soit ça la vraie réponse. L'idée n'est pas là, c'est qu'on sait ce qu'on fait et comme on a un cerveau, on essaie de comprendre ce qui se passe sur le terrain. T'es d'accord avec moi? Exactement, et je pense qu'il y a l'expérience. Je pense qu'en revanche, qui peut être un plus, presque plus pour de la crédibilité, c'est d'avoir travaillé sur des produits. C'est vrai que le fait d'être passé en marketing, mais il y a des gens qui vont passer par du commercial, je pense que c'est quelque chose qui apporte quelque chose en plus. Moi, c'est vrai que chez Danone, j'ai géré des PNL. Alors bon, je parle le même langage qu'un directeur financier. Évidemment, je ne sais pas faire ce qu'un directeur financier sait faire, mais je sais lire un bilan. Le fait d'avoir travaillé, quand je suis arrivée chez AXA, je suis rentrée par le marketing. Et donc, je suis rentrée par des lignes de produits, santé, prévoyance individuelle. Puis, quand j'ai été Chief of Staff, j'ai travaillé sur la banque, sur le wealth. Donc, quand je suis passée de DIRCOM, ça m'a aussi donné beaucoup de crédibilité sur la compréhension des enjeux strates, du business. Voilà, c'est sûr que c'est un sujet en plus, mais le fait de venir d'un autre secteur apporte quelque chose de supplémentaire, parce que ça apporte une expérience complémentaire. On est d'accord. Et puis, notre métier de communicant, c'est déjà d'écouter avant de parler. On est bien d'accord? Exactement. Bon, une femme de bon sens, vous avez bien compris, chères auditrices, auditeurs, je n'ai que des invités ces temps-ci qui ont du bon sens, donc vous avez compris que la communication, après Isabelle va vous donner évidemment des conseils de carrière, mais la com, c'est pas que les sneakers, c'est pas uniquement le luxe, c'est pas uniquement du design graphique qu'on fait sous Canva, qui n'est pas un véritable outil. Bref, je me tais. Isabelle, on rentre dans le vif du sujet, si je puis dire. Merci pour l'introduction qui était vraiment absolument passionnante, mais on va revenir évidemment à ton parcours. Ça fait 2 ans et demi que tu es au CCF. Je l'ai dit, c'était avant le Crédit Commercial de France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu y fais? Alors, tu es DIRCOM. Bon, alors quand on dit ça, on ne sait pas trop ce que c'est. On est dans le bureau où il y a ton équipe. Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais on les salue, bien évidemment. Est-ce que tu peux donner leur prénom, qu'on les salue? Oui, bien sûr. Alors, je propose qu'on salue l'équipe com avec Guillaume, Juliette, Élodie, Anne-Sophie. L'équipe marketing avec Olivier et puis l'équipe RSE avec Agnès et Eric et Léa qui est notre alternante. On dit bonjour à ce joli monde. C'est quoi ton rôle justement depuis 2 ans et demi? Parce que il y a un truc absolument incroyable, c'est que tu as parlé d'HSBC, tu parles du CCF. Je te laisse nous parler de tout ça parce que tu es en train de réexhumer, pardon pour le mot, mais une très belle marque qui est séculaire, qui a 107 ans cette année. Un défi qui est passionnant. Je te laisse nous en parler avec grand plaisir. Exactement. Je dirais que je peux décomposer ces 2 dernières années, 2 ans et demi, en 2 parties. Quand je suis arrivée, il y avait toute la partie du business qui existait. Donc, avant de s'appeler Groupe CCF, on s'appelait My Money Group. Et My Money Group était constitué auparavant de banques de financement spécialisées. Donc, plutôt du B2B et du B2B2C. Et donc, j'ai travaillé sur ces sujets-là. Et j'ai travaillé à la préparation de l'intégration des équipes d'HSBC en France. Donc, il y a vraiment eu cette période finalement pendant 2 ans de forte préparation avec une forte accélération dans la dernière année et les 6 derniers mois. Et aujourd'hui, du coup, le périmètre est plus important pour avoir une petite idée du changement que ça représente chez nous. On était 900 collaborateurs, on a à peu près 4000 aujourd'hui. Et on ne faisait pas de banque de détail. Et maintenant, on a un réseau d'agences en métropole. Donc, c'est vraiment un changement très important. Et c'est quasiment assez unique sur le marché. C'est un changement qui est culturel, j'imagine, même si c'est de la banque du B2B ou B2C, c'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord? Exactement, oui, c'est différent. Et en tout cas, sur un métier de marketing, évidemment, les leviers sont différents. Et en termes de communication, j'ai envie de dire que le changement est, évidemment, avant, on engageait 900 collaborateurs. Maintenant, on doit engager 4000. On est présent en métropole et dans les DOM avec les financements spécialisés. On a 2 cultures d'entreprise, évidemment, qui se rencontrent. Donc, on a besoin de créer ce sentiment d'appartenance au nouveau groupe. Alors, c'est toi qui t'occupes de la communication interne aussi? Oui, tout à fait. Donc, j'imagine que d'emblée, avant que le CCF ne renaisse, au 1er janvier 2024,
Il y a énormément de travail de com interne, déjà de comprendre la marque, évidemment, mais il y a un énorme travail. Par quoi tu commences, tiens, quand tu arrives ? C'est une bonne question. Il y a un gros travail, j'ai envie de dire en amont du 1er janvier. On avait un gros travail de pédagogie, nous, en interne, d'expliquer quelle était la partie d'HSBC qu'on rachetait. Évidemment, on n'a pas racheté tout HSBC, on a acheté les activités de banque de détail d'HSBC en France. Donc nous, on a dû faire beaucoup de pédagogie en interne pour expliquer finalement ce changement de business model, aujourd'hui banque financement spécialisé et ensuite effectivement passer à une banque avec des agences. Et puis, on a aussi dû préparer tout le changement avec nos futurs collaborateurs. Donc, on avait des points de rencontre. C'est un deal qui est assez spécifique avec beaucoup de contraintes juridiques. Donc, on ne pouvait pas parler de manière récurrente aux futurs collaborateurs, mais il fallait trouver des points de rencontre avec lesquels tout le monde était d'accord pour présenter, expliquer aux gens qui allaient nous rejoindre qui nous étions, quel était l'objectif de ce projet et comment allait se passer l'accueil de ces collaborateurs. Qu'est-ce que tu mets en place ? Parce qu'en plus, tu as la contrainte juridique qui doit bien te savonner la planche. Qu'est-ce que c'est ? C'est des grands événements ? C'est des espèces de colloques ou des grands événements ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Une newsletter ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, on a fait effectivement plusieurs choses. Si je prends les gens qui étaient chez My Money Group et qui travaillaient sur le projet, donc il y avait une task force avec des centaines de personnes impliquées sur ce sujet. Et donc là, on a construit vraiment la communication pour ce programme qu'on appelait Orlando en interne. Et donc là, on a effectivement créé une newsletter spécifique. On a créé des vidéos pour expliquer aux gens quels étaient les différents secteurs, comment ce sujet se prépare. C'est très complexe quand on n'est pas dedans, donc on avait besoin aussi d'expliquer pourquoi ça avait pris 2 ans. Les contraintes juridiques. Et puis, on a également lancé la marque en amont. On a dévoilé la marque du CCF, à la fois chez nous et à la fois chez nos collaborateurs HSBC. Et donc là, on a fait un reveal interne lors d'un grand rassemblement, un town hall meeting. Donc, on l'a fait en distanciel. Mais voilà, c'était un beau sujet parce que c'était quelque chose de très concret. On avait besoin de le faire aussi parce que, évidemment, on commençait à modeler les agences, etc. Donc, on avait besoin de faire le reveal du coup de ce branding. Comment ça a été pris, cette fusion, en tout cas cette nouvelle entité Kiné ? Tu le dis, toi-même, on passe de 900 à 4000, donc vous multipliez quasiment la taille par 5. Est-ce qu'il y a eu des peurs tout à fait normales et compréhensibles de la part des collaboratrices et collaborateurs ? Comment ça a été pris tout ça et comment a été pris la communication ? Parce que des fois, on se dit, ouais, c'est un petit peu, tu sais, là, le joli petit ruban qu'on met et puis on va se faire, entre guillemets, un peu avoir. Comment tout ça a été pris ? Parce que j'imagine que toi, tu arrives dans une nouvelle boîte, tu arrives à ce moment-là, c'est absolument passionnant, mais il faut avoir les épaules larges. Hein. Alors moi, j'ai eu la chance d'arriver, le poste de DIRCOM venait d'être créé. Le poste était un poste de CODIR. Et donc, ça permet déjà de placer la communication à un niveau stratégique qui est très important. Moi, je suis arrivée quand ce poste a été créé, donc c'était une vraie volonté de dire il nous faut aujourd'hui un ou une DIRCOM pour vraiment travailler l'engagement interne et préparer justement cet accueil des à peu près 3000 nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est important parce que ça permet tout de suite d'être positionné. Donc je suis arrivée, il y avait une personne, Juliette, que je salue, qui était alternante à l'époque et donc que j'ai après embauchée en CDI. Et donc on a eu la chance avec Juliette et puis après Elodie qui est venue compléter l'équipe et puis les 2 personnes qui sont venues aussi d'HSBC. On a eu la chance finalement de monter le programme from scratch, quasiment depuis le début et avec une forte confiance du patron. Donc ça nous a aussi aidé, on a mis beaucoup de choses en place à la fois en com interne et puis on a travaillé en très forte collaboration avec la communication d'HSBC. Donc on a réussi à créer des points de rencontre et ça répond d'ailleurs à ta première question. J'avais répondu sur nos collaborateurs chez nous en interne et avec les collaborateurs d'HSBC qui allaient nous rejoindre. Du coup, on a créé des points de rencontre via des présentations du coup de notre équipe dirigeante, la présentation donc du branding et puis on était
on s'était mis d'accord avec HSBC pour commencer à aller voir les agences aussi, par exemple. On a fait beaucoup de rencontres d'agences entre notre patron, donc Nicolo Ubertalli, et les agences à partir quasiment du mois de septembre. Donc, tu vois, on a pour aller écouter, entendre les gens, etc. Et pour répondre à ta question de comment c'était perçu, historiquement, chez My Money Group, c'est une boîte extrêmement entrepreneuriale. Et du coup, les gens sont toujours à l'affût de projets. Alors, il y a eu pas mal de projets d'acquisition, de cession. Et donc, c'est quelque chose à laquelle les gens sont habitués. C'est vraiment un état d'esprit qui est très fort chez My Money Group. Côté HSBC, ça a été très bien perçu et avec cette idée géniale, qui n'est pas la mienne, donc je peux le dire, ça s'est fait avant que j'arrive, qui était de ressusciter la marque du CCF. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, on n'a pas de chiffres exacts, mais on estime que plus d'un tiers des collaborateurs actuels de CCF sont des anciens collaborateurs du CCF. Et si tu veux, il y a un effet miroir avec nos clients, parce que c'est quasiment pareil dans notre portefeuille client. On a un peu plus d'un tiers des clients qui étaient historiquement CCF. Et c'est assez drôle parce que donc il y a eu évidemment des études qui ont montré donc cette notoriété qui est restée pour CCF. Donc effectivement, plutôt pour les plus de 40 ans. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est la trace laissée. C'est-à-dire qu'au-delà de la notoriété, la trace laissée de la marque du CCF est très bonne. Elle est très positive. Et en fait, du fait d'avoir autant de personnes qui sont des anciens CCF, l'impression qu'on a eue tout de suite et qui se confirme, c'est que finalement, l'ADN du CCF est toujours resté dans les parages. Finalement, on réouvre la maison, on revient à la maison. C'est un peu ça, exactement. Ok, je comprends mieux. Est-ce que, j'allais te poser la question qui peut paraître un peu idiote, mais est-ce que finalement le CCF n'avait pas une plus belle notoriété ou plus grande notoriété en France que HSBC? Très très belle structure. C'est une très belle structure. Je pense que c'était assez complémentaire d'HSBC. HSBC a cette grande force internationale. CCF était très franco-français. Mais donc c'est assez complémentaire. Bon, en tout cas, c'est un défi qui est absolument sensationnel. Lorsque tu arrives, tu te dis « Waouh, il va falloir que je fasse les 12 travaux d'Hercule ». Ou est-ce que tu te dis « C'est absolument génial, on crée le poste de DIRCOM, j'ai donc normalement les coups des franches, je suis au COMEX ». Qu'est-ce que tu te dis quand tu arrives en début d'année 2022 ? Écoute, je me suis dit que j'avais déjà plus de 20 ans d'expérience, et que donc j'étais tout à fait capable à nouveau de changer de secteur, parce que les gens parfois font l'amalgame assurance-banque, c'est quand même un peu différent. Et donc j'avais quand même une certaine assise professionnelle, j'ai déjà changé plusieurs fois, on l'a dit au début, j'ai changé de société, de secteur, donc c'est quelque chose qui finalement ne m'impressionne pas spécialement. J'ai rejoint en étant assez excitée par le projet, en me disant il y a tout à construire. Déjà, il y a ce périmètre de financement spécialisé que je ne connaissais pas, et j'avoue que j'ai vraiment beaucoup apprécié les gens que j'ai rencontrés. J'ai vraiment senti un super accueil de la part de... Alors j'ai eu la chance d'aller d'ailleurs à La Réunion, rencontrer nos équipes de la Soréfi. On a des équipes qui sont basées à Paris, à Nantes. Je suis allée assez souvent à Nantes rencontrer les équipes. Donc, j'ai été très bien accueillie. 2, j'ai vu que les gens me faisaient confiance dès le départ, ce qui met quand même dans un certain état d'esprit très positif. Et avec à nouveau un business que je connaissais pas et que je découvrais, qui est hyper intéressant. Et 2, évidemment, ce qui rendait le poste très attractif aussi, c'était toute la préparation de la renaissance du CCF, qui vient très bien compléter. C'est important parce que, oui, je suis venue avec cette perspective du CCF, mais je me suis aussi éclatée vraiment sur la première année, même sans CCF, parce que tout était à construire. Mais c'est ça qui est absolument sensationnel pour n'importe quel DIRCOM, qui soit expérimenté ou pas. Mais en général, quand on crée un nouveau poste de DIRCOM dans une si belle structure ou si belle entreprise, on prend quelqu'un d'expérimenté comme toi. Justement, je te pose une question qui est difficile, encore une fois, Isabelle. Je te prie de m'en excuser par avance. Quel conseil tu donnes à un DIRCOM un peu expérimenté, voire très expérimenté comme toi, qui va prendre un nouveau poste dans un nouveau secteur? C'est quoi les premières choses que tu fais? Et quelles sont les premières choses que tu as faites justement au CCF? Alors moi, je dirais que la première chose, et d'ailleurs tu l'as dit au tout début, la première chose, c'est d'écouter. Moi, généralement, je passe systématiquement, et ça vaut aussi, par exemple, chez AXA, où j'étais dans la même boîte, mais j'ai changé d'entité.
ou changer de type de business. Je crois qu'à chaque fois, j'ai vraiment dédié mon premier mois que aux rencontres des gens. Aller écouter les différents experts, aller sur le terrain, bien comprendre. C'est une période où on peut poser toutes les questions qu'on veut. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'on est novice, etc. Et donc ça, pour moi, c'est le premier conseil, c'est vraiment d'écouter. On n'est pas légitime de toute façon à écrire un plan strat sur 3 ans quand on vient d'arriver. Donc c'est vraiment pour moi très très important. Je dirais qu'ensuite, c'est toujours intéressant de trouver un peu ses alliés, ses mentors, savoir qui on va pouvoir appeler pour avoir des réponses, avoir des explications, etc. Ça aussi, c'est très important. Et comment t'as fait justement ? Écoute, ça s'est fait assez naturellement. Je pense qu'il y a tout de suite tu vois, le feeling avec certaines personnes qui passent. Avoir des gens, j'allais dire des vieux de la vieille, tu vois, vraiment des experts qui sont là dans ce marché depuis très longtemps, qui savent de manière très pédagogue expliquer les ambitions, etc. Je pense que c'est très important. Et lié à ça, pour moi, ce qui a toujours été important, c'est aussi d'avoir des gens à la fois qui sont sur le terrain, qui sont au siège, et pas que au CODIR, mais vraiment de garder le lien avec le plus de monde possible pour avoir du feedback terrain. Et je crois que c'est très vrai à la com. On a vraiment besoin d'avoir le feedback de tout le monde et des différentes fonctions. Encore une fois, du bon sens. On fait le plus beau métier du monde, on va pas se mentir, le marketing et la communication. Je vais les mettre ensemble, même s'ils sont cousins ou frères et sœurs, je ne sais pas. Mais on va les mettre ensemble. On fait des métiers absolument sensationnels qui sont parfois pas tellement pris au sérieux, particulièrement la communication. Je reviens à ton COMEX. Dans un COMEX et dans un secteur comme la banque, comment tu as fait pour être d'emblée crédible ? Parce que j'ai beaucoup de clients et beaucoup d'invités du décodeur. On dit, c'est pas évident d'être au COMEX, primo, d'y siéger, et d'être pris au sérieux. C'est quoi tes tips à toi ? Moi, je dirais que j'ai envie de dire un peu de bon sens aussi. Écouter, faire preuve de curiosité pour bien comprendre les enjeux des uns et des autres. Et surtout, montrer, nous, la com, c'est ce que je dis tout le temps aussi à l'équipe, nous, on est là pour être au service d'eux. Donc, c'est de montrer finalement aux différentes fonctions ce qu'on va pouvoir leur apporter. Est-ce qu'ils ont besoin de communication interne et d'engagement auprès des équipes ? Est-ce qu'ils ont besoin qu'on les aide à écrire une histoire sur leur plan stratégique ? Est-ce qu'on va avoir besoin de gérer une crise ? Et donc, c'est vraiment de montrer qu'on est au service d'eux et qu'on est là aussi pour, quelque part, orchestrer et faire comprendre à nos collaborateurs la stratégie d'entreprise, faire comprendre la culture et faire en sorte qu'on ait un engagement fort des collaborateurs sur vraiment les axes strat de l'entreprise. Donc, c'est vraiment montrer quelle est la valeur ajoutée de la communication, montrer qu'on est là au service des personnes. Ça, après, ça dépend aussi quelque part de l'historique aussi des personnes, etc. Moi, je mets souvent en avant, genre je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je mets souvent en avant. Moi, j'ai géré un PNL. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ma carrière chez Danone, alors pour ceux qui sont passés par l'industrie, c'est vraiment des secteurs extrêmement formateurs et exigeants. C'est-à-dire, à l'époque, c'était pas des euros, c'était des francs, mais 1 franc, excusez-moi pour ce passage de vieille, mais 1 franc est 1 franc. Donc, toutes les opérations qu'on faisait devaient être démontrées par un ROI, un retour sur investissement positif à partir du premier franc et du premier euro. Et quand on est chef de produit chez Danone, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est vrai chez L'Oréal, c'est vrai dans les grosses boîtes de grande consommation. Oui, on gère son PNL. Donc en fait, on gère son prix, on gère ses prévisions de vente à la tonne près. Et avant, on n'avait pas de data analyst. Donc on faisait des prévisions de vente avec, je sais pas, entre 15 et 20 différents indicateurs, la saisonnalité, le prix, la part de merchandising, les compétiteurs, la saison. Bon. Et ça, je pense, donne aussi une crédibilité business, évidemment, qui est importante. On est tout à fait d'accord, toi et moi. On parle de bon sens, et Dieu sait si dans l'industrie, il en faut. J'ai suffisamment de clients industriels à l'agence pour savoir, et j'adore ce secteur-là, pour savoir que justement, on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Et le PNL, pour ceux qui ne savent pas, c'est Profits and Loss, donc c'est-à-dire pertes et profits, mais en fait, tout simplement, c'est
un bilan, grosso modo. Exactement. C'est un compte de résultat, voilà, c'est le terme que je cherchais, savoir combien tu dépenses, combien tu investis, et puis savoir ce qui va rentrer tout simplement. Donc ça, j'imagine en effet que crédibilité totale, en plus Danone, qui est une belle PME, si j'ai bien compris Danone, je crois qu'elle ira très très loin. Bon, trêve de plaisanterie, vous avez compris que c'est un de nos fleurons, j'ai pas besoin de vous le dire. Je reviens à cette histoire. Et pardon, pour compléter ce que tu dis, il y a quand même d'ailleurs c'est une grande différence entre les US et la France. J'ai eu la chance de travailler 3 ans aux États-Unis. Moi, je trouve, c'est quelque chose que je mets en avant et que je trouve qui montre aussi de la crédibilité. Je pense que quand même, on a un petit retard encore en France sur accepter d'avoir des gens qui viennent d'autres secteurs et qui sont tout aussi crédibles. Et ça, c'est la grande différence par rapport aux US. Je donne toujours l'exemple. Donc, moi, j'ai pas été expat aux US. Je suis partie, j'avais rien, j'avais pas de permis de travail, pas de permis de séjour, juste après le 11 septembre 2001. Donc, j'ai passé, sans mentir, des centaines d'entretiens. Je parlais assez mal anglais. J'avais 0 réseau puisque je ne connaissais personne. Et donc, moi, ça a été une des expériences sans doute les plus structurantes pour ma personnalité et la confiance que ça m'a donnée. Alors, tu t'en gardes sous le coude, Isabelle, parce que je ne pensais pas qu'il s'agissait de ça. Je pensais que tu étais partie en expat. Pas du tout. Ouais, bon, alors on va y revenir et tu fais bien de me le dire, je t'en remercie. J'ai une dernière question par rapport au CODIR. Est-ce que ça n'est pas non plus une histoire, la crédibilité que l'on a en tant que DIRCOM, est-ce que c'est pas aussi une histoire de personnalité? Je m'explique. Quand on te voit, on sent la nana qui a la patate, qui va tout déchirer, sans se la jouer, sans être un requin. Mais sachez-le, chers auditrices, auditeurs, Isabelle, elle a une méga patate. Et ça se sent, et ça fait partie de toi, on va pas non plus se mentir. Alors peut-être que justement 3 années aux États-Unis où tout le monde est à donf justement et a envie de tout exploser, je pense que ça joue, mais je pense qu'on a ça en soi dans la vie. On a une envie de tout bouffer sans être encore une fois un requin, mais on a envie de tout exploser. Est-ce que c'est pas justement aussi ta personnalité qui a achevé de te crédibiliser? Alors, il faudrait demander à mes collègues et à l'équipe, mais oui, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Je pense qu'il y a un trait vraiment très, très spécifique, non lié à l'expertise, oui, c'est l'énergie. Et c'est intéressant parce que il y a quelques semaines, je répondais à une interview et une des questions, donc j'ai 4 enfants, et une des questions était est-ce que la perception de mon expertise a été différente au fur et à mesure du nombre d'enfants? Et au départ, je me dis, quelle est cette question? Et en fait, c'est assez drôle parce que en fait, au 4e enfant, je crois que j'ai gagné des galons supplémentaires. Donc, quand parfois des jeunes me demandent, alors d'abord, est-ce qu'il y a un bon moment ou pas à tomber enceinte? Non, il n'y en a pas. Vous faites donc, il n'y en a pas, je vous dis tout de suite. Et par contre, oui, allez-y pour la famille nombreuse, parce qu'en fait, c'est comme si ça donnait, pour celles qui veulent et qui peuvent, ça donne presque un galon, je rigole quand je dis ça, mais ça donne presque un galon supplémentaire. Bon, écoutez, alors, chères demoiselles et chères dames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez un enfant, si vous n'en avez pas, eh bien, il vous reste à en faire 3 ou 4 ou même plus. Bon, évidemment, on plaisante parce que Isabelle, c'est ton parcours personnel. Exactement. Et je tiens à le redire, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on est une femme ratée. Parce qu'il y a aussi heureusement, mais il y a aussi ce genre de conneries qui persistent aussi dans l'entreprise. On va terminer avec le CCF. Aujourd'hui, dans ta feuille de route, tu en es où? Alors évidemment, la marque vient de renaître il y a 6 mois. Nous sommes tout début juin lorsque nous enregistrons. C'est une renaissance depuis le 1er janvier 2024, le jour même des 12 ans de ma fille. C'est un signe, Isabelle. Félicitations à ta fille. On te remercie. Tu en es où dans ta feuille de route? Certes, on en est au tout début. La marque vient de renaître. Elle a à peine 6 mois. C'est un bébé alors qu'elle a 107 ans. C'est quoi les futures actions, si tu peux évidemment en parler sans que ce soit pour autant confidentiel? C'est quoi les futures actions de la deuxième moitié de 2024 et de 2025? Je dirais que côté communication, forcément, il y a créé cette fierté d'appartenance au groupe, et puis créer déjà le sentiment d'appartenance et puis la fierté. Ça, c'est un gros sujet. Et on a passé, là, on est début juin, donc on a passé notre phase de ce qu'on appelle, nous, en jargon interne, de stabilisation de la banque. Donc, on va pouvoir redémarrer un petit peu plus de choses, là où on a été très focus sur le début d'année, évidemment, sur le lancement de la nouvelle banque, sur nos clients, etc. Et puis, on va vraiment accompagner ce redémarrage du coup, donc à la fois côté client et puis côté collaborateur. Et puis, on a plein de sujets
si je fais le lien avec la RSE, par exemple, où aujourd'hui, on avait un périmètre qui était lié à la banque de financement spécialisée My Money Bank. Là, aujourd'hui, on est dans une autre dimension. Et donc, on intègre finalement tous ces éléments dans la strate globale. Et dans la feuille de route, il y a cette adaptation de la stratégie pour pouvoir bien intégrer finalement à la fois les contraintes et les opportunités de ce nouveau business. Je te donne un exemple pour ceux qui sont férus de RSE où on calcule notre bilan carbone. Évidemment, notre bilan carbone, quand nous étions My Money Bank, est extrêmement différent de la manière dont notre bilan carbone va être avec CCF, puisque on n'avait pas d'agence, on a des agences. Évidemment, on a des financements, des assets, etc. Donc, voilà, tu vois, c'est ce genre de choses maintenant que tout le monde est bien rentré, tu parlais de la maison, maintenant que tout le monde est bien rentré à la maison, qu'on a bien visité toutes les pièces, on va pouvoir vivre ensemble et puis intégrer donc tout ça dans la stratégie. La RSE dans un groupe bancaire, qu'est-ce que c'est concrètement ? Il y a de l'ESG, j'imagine ? Oui, exactement. Nous, on a une stratégie qui, je pourrais la résumer sur 4 axes principaux. C'est d'abord tout l'axe des collaborateurs. Évidemment, comment être une entreprise responsable avec un focus sur la qualité de vie au travail. Un angle sur le banquier innovant, travailler les produits et les services à destination de nos clients. Un angle partenaire éthique, donc comment on travaille avec nos différentes parties prenantes avec une feuille de route bien précise. Et puis un acteur climatique, donc je parlais du bilan carbone, ça rentre dedans. Regarder comment est-ce qu'on va aussi, nous aussi réduire notre empreinte, bien sûr, et comment on arrive à embarquer du coup engager pour l'anglicisme, engager tous nos collaborateurs dans ces sujets. Et c'est vrai que sur ces 4 axes-là, maintenant l'idée c'est d'intégrer à la fois les collaborateurs du CCF, à la fois le business qui est assez différent de ce qu'on faisait avant. Je discutais la semaine dernière avec un DIRCOM, Guillaume, qui adore la com interne. Tu viens de parler d'engagement des collaboratrices et des collaborateurs. Il y a aussi la diversité. Ça, je trouve que c'est très important dans vos 4 piliers. Tout à fait. Et la diversité, j'en suis moi-même issu. Et l'inclusion, donc ça, c'est extrêmement important. Et évidemment, ça n'est pas filmé, mais il y a des choses sur le sexisme. C'est-à-dire, il y a des cartes postales sur le sexisme dans le bureau de la communication et de la RSE. Donc, sachez-le, c'est pas du pipeau bimbo, si je puis dire. Donc ça, c'est très important. Celles et ceux qui veulent postuler, parce que j'imagine que ça recrute par chez toi. Tout à fait. On recrute. On a d'ailleurs un poste alternant pour les plus jeunes qui nous écoutent. Et puis, on est toujours à l'affût des bons CV. Et c'est vrai que on a aussi dans la stratégie, c'est pour ça que l'engagement des collaborateurs est très, très important. C'est que nous, on est là quelque part que pour écrire la strate et coordonner, mais clairement, on a besoin de tout le monde pour construire la stratégie. Et on a 3 communautés qui nous aident justement sur la stratégie RSE. Donc, on a une communauté autour de la diversité et de l'inclusion qui s'appelle Cap Pluriel. On a une communauté sur la qualité de vie au travail qui s'appelle Cap Bien-être. Et on a une communauté sur l'engagement, sur l'environnement qui s'appelle Cap Climat. Et c'est vrai que du coup, ces 3 communautés nous aident à la fois à diffuser la bonne parole, à prendre des idées, des feedbacks des différentes parties de l'entreprise. Ces communautés, ce sont évidemment des collaboratrices, des collaborateurs. Tout à fait. C'est des ambassadeurs ? Oui. Comment tu les as choisis ? Ils sont combien ? Écoute, ils ont levé la main. On fonctionne vraiment sur volontariat. Donc, on les avait créés au temps de My Money Group. On les a gardés maintenant. Et puis, on a fait des présentations. Et généralement, les gens lèvent la main en fonction des sujets qui les intéressent. Et l'idée, c'est que chacun prenne sa part. Donc, je donne un exemple sur Cap Climat. On a, comme beaucoup d'entreprises, on a commencé à cascader la fresque du climat. Et donc, nous, on le fait avec nos fresqueurs. Donc, on a une 15aine de personnes qui sont fresqueurs et qui la diffusent. J'ai une dernière question que j'allais te poser. La com interne, finalement, pour toi, c'est extrêmement important. Très important. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, je fais de la com depuis, alors attends, j'essaie de me souvenir, à peu près 2015, je dirais. Puisqu'avant, j'ai plutôt eu un parcours de marketing. J'ai été chief of staff, j'ai été directrice de marque. Et ensuite, je suis arrivée chez AXA Group pour être directrice de la com interne. Et je dois t'avouer que quand on m'a proposé le poste, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de passer du branding, de la marque, des campagnes médias à 20 millions d'euros
à de la com interne. Et en fait, j'adore. En fait, ça me passionne tout autant que le marketing. Et je n'étais pas sûre de dire ça en 2015. Mais je trouve que l'engagement des collaborateurs, c'est à la fois extrêmement exigeant et extrêmement gratifiant. Ce que j'aime dans la com interne, c'est qu'on peut avoir une stratégie du pas à pas. On peut avoir une stratégie qui ne demande pas de dépenser des millions d'euros et avoir des grandes équipes. On peut faire beaucoup de choses en étant peu nombreux, avec peu de budget, et beaucoup de choses qui ont un impact immédiat et qui changent vraiment le comportement, tu vois, des collaborateurs, qui changent leur vision de l'entreprise. Et voilà, donc je trouve la com interne largement aussi importante que la com externe. Tu sais, il y a souvent un peu deux clans. Il y a ceux qui s'occupent des RP, il y a ceux qui s'occupent de la com interne. Et les deux sont aussi importants l'une que l'autre. Donc, cher Guillaume Appert, tu vois, tu as trouvé une autre alliée. Je salue également Valérie Guittard qui est chez Orange et qui fait aussi beaucoup de com interne à Orange, dans le sud-ouest, là où je suis né et là où nous sommes nés, Valérie et moi. Donc, en effet, c'est bien que vous compreniez, chers auditrices et auditeurs, que la com interne, c'est pas la 3e division de la communication. Alors, avant 2015, t'en étais pas nécessairement sûr, mais là, justement, tu as bien compris ce que c'était et il y a une belle feuille de route com interne au CCF et com externe aussi, bien évidemment. Donc, comprenez, vous qui êtes jeunes ou moins jeunes, que la com interne, non, c'est pas un truc pour les has-beens ou les tocards, c'est fondamentalement important. Exactement, et en plus, ça donne je pense, un champ bien plus libre que de la com externe, parce qu'en interne, on peut faire... nous, on fait des podcasts, on n'a pas l'équipement que tu as, mais c'est pas grave, on fait quand même des podcasts et qui reçoivent beaucoup d'intérêt. On peut tester des nouveaux formats, on teste des masterclass, et c'est vraiment, j'ai envie de dire qu'on peut avoir un champ de la créativité qui est assez grande, avec moins de contraintes que la com externe, évidemment. Et donc, c'est vrai que ça laisse un champ génial. Moi, je savais pas faire ça quand je sortais d'école, mais les générations nouvelles, à nouveau un petit clin d'œil à Léa, Élodie et Juliette, elles savent tout faire. Donc, elles savent faire le montage d'un podcast, faire le montage d'une vidéo, écrire un discours, peupler l'intranet, animer des réseaux sociaux. Enfin, c'est ça la magie aujourd'hui des écoles de com aussi, c'est que ça donne vraiment des profils qui sont très polyvalents. Et après, chacun peut choisir de s'orienter, de vraiment de rentrer dans une partie de com plus spécifique. Mais l'avantage de la com interne, c'est qu'à nouveau, il y a beaucoup plus de liberté et on peut être beaucoup plus créatif encore que ce qu'on peut faire en com externe. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un champ de créativité et puis vous avez un feedback qui est très rapide. Si ça ne passe pas, vous le savez pertinemment, il ne se passe rien. Et là, vous avez vraiment votre public interne, vos premières parties prenantes que sont les collaboratrices et collaborateurs, et vous apercevez si ce que vous avez fait est intéressant ou pas. Et ça, je trouve ça formidable. Donc, la com interne, allez-y, c'est un superbe métier. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'entretien avec Isabelle. Elle revient dans une seconde partie où là, vous allez découvrir beaucoup plus en détail son parcours, ses conseils de carrière et bien plus encore.